L'Angleterre du 19e siècle regorge de scientifiques, d'écrivains, d'architectes, de libres penseurs. À Londres, on se passionne pour les nouvelles sciences comme la paléontologie autant que pour les premiers bateaux à vapeur ou les grandes structures métalliques des ponts suspendus. Les savants anglais ont conscience de participer à un moment unique. L'époque victorienne est une véritable explosion de savoir et chacun veut y avoir un rôle. Accumuler des connaissances en apprenant par cœur, c'est exactement ce que le jeune Charles Darwin a du mal à faire. Né en 1809 en Angleterre, il est le 5e enfant d'un médecin qui a de grandes aspirations pour son fils, qu'il suive la même voie que lui. Mais Charles est bien plus intéressé par le monde qui l'entoure que par l'école. Souvent en retard, il se décrira plus tard lui-même comme un petit gaillard simplet. Ses professeurs pensent la même chose de lui. Et pourtant, ses difficultés à l'école n'ont rien à voir avec ses capacités. Il est tout simplement fait pour autre chose. Il fait des expériences de chimie après avoir monté un petit laboratoire clandestin dans un cabanon au fond du jardin familial. Néglige les cours pour partir récolter des espèces maritimes à marée basse et les étudier ensuite avec un microscope de fortune. Apprend la taxidermie auprès d'un ancien esclave qui lui raconte des histoires fabuleuses sur les forêts tropicales, collecte des coléoptères rares et les classe par espèces, traverse le pays en ligne droite à l'aide d'une boussole, hors des sentiers battus, pour découvrir des endroits fabuleux et encore sauvages. Sa soif de découverte est insatiable. Le monde est trop riche pour passer son temps sur les bancs de l'école à lire des classiques grecs. Alors il ne se presse pas dans les études. Il le sait, son père paiera ce qu'il faut pour que son fils devienne médecin. Largement de quoi donner le temps à Darwin d'étancher sa passion pour les expériences scientifiques et les découvertes. Jusqu'à ce que son père se rende compte du stratagème et propose à Darwin de devenir pasteur. C'est à ce moment charnière de sa vie qu'il reçoit une lettre de son professeur et mentor, John Stevens Henslow. Celui-ci lui propose de quitter l'Angleterre pour 2 ans, de s'embarquer sur un bateau en tant que naturaliste bénévole et de partir à l'autre bout du monde pour en cartographier les côtes, ni plus ni moins. Darwin est emballé, mais il va immédiatement se heurter au refus de son père qui ne voit là qu'un prétexte de plus pour ne pas étudier. Mais son oncle va prendre le parti du jeune homme avec un argument de poids. Au moins, Darwin coûtera bien moins cher. C'est ainsi que le 27 décembre 1831 à 14h, le Beagle, navire d'exploration de Sa Majesté, quitte le port de Plymouth avec à son bord Charles Darwin. Après une longue traversée, l'équipage arrive en vue du Brésil. C'est la première étape d'un grand voyage durant lequel le jeune naturaliste saisira la moindre opportunité pour débarquer et explorer l'arrière-pays. Il affronte la chaleur moite de la pampa brésilienne pour collecter des spécimens d'insectes, déterre des fossiles de mammifères préhistoriques en Uruguay, essuie le froid de la Terre de Feu et les tempêtes du Cap Horn, s'étonne de voir des animaux survivre dans les eaux boueuses des grands lacs salés d'Argentine, endure la soif en observant des heures durant tatous, autruches et lézards. Puis, le 15 septembre 1835, le Beagle arrive en vue des Galapagos. Îles volcaniques perdues au milieu du Pacifique, elles sont un formidable laboratoire pour Darwin. Non content de pouvoir y observer de près des animaux uniques au monde, il constate que sur chaque île, les différentes populations d'oiseaux, pourtant de la même espèce, présentent des caractéristiques particulières, comme si, isolées les unes des autres, elles étaient devenues de nouvelles branches, de nouveaux animaux.
cette toute petite observation est fondamentale et sera à la base de toutes ses réflexions. Le 2 octobre 1836, après un périple de 4 ans, 9 mois et 5 jours, le Beagle rentre enfin au pays. Ce que Darwin ne sait pas, c'est qu'en son absence, son ancien professeur a consciencieusement fait connaître ses découvertes. C'est donc avec une renommée déjà construite que Darwin rentre au Royaume-Uni. Elle va lui être utile. Il a avec lui des centaines d'échantillons, des notes précieuses par carnets entiers et une idée, une intuition. S'appuyant sur son expérience accumulée, Darwin réfléchit, fait des recoupements, analyse, prend le temps d'être sûr de lui. Et il le fera des années durant avant de publier quoi que ce soit sur ce sujet. Pourquoi toutes ces précautions? Parce que sa théorie est révolutionnaire. Elle peut se résumer ainsi. Les êtres vivants sont en perpétuelle évolution. D'une génération sur l'autre, les parents communiquent certains de leurs attributs physiques à leurs enfants. Par exemple, un homme grand a de fortes chances d'avoir des enfants de grande taille. D'une génération à l'autre, nos enfants changent, ils évoluent. Dans la nature, certains de ces attributs peuvent se révéler utiles, inutiles, voire même handicapants. Un enfant plus grand pourra récupérer des fruits sur les hautes branches d'un arbre, mais sera inversement très handicapé pour se cacher des prédateurs. Ainsi, l'environnement va favoriser la survie et donc la reproduction d'individus possédant des attributs adaptés, et inversement pour les autres. La vie s'adapte en évoluant. En 1859, 20 ans après son voyage à bord du Beagle, Darwin publie De l'origine des espèces.